Eh bien, la toute dernière nouvelle vient de tomber toute chaude. Le gouvernement Trump a révoqué le visa de l'ambassadrice du Brésil aux États-Unis, exigeant une série de choses. Oui, Le nôtre. Quand on regarde ce processus, ce que nous devons voir, n'est-ce pas, essentiellement, c'est le schéma d'ingérence, n'est-ce pas? Écoutez, mettons les points sur les i concernant tout ce qui se passe. Le premier fait que nous avons, il y a une pratique diplomatique qui est obligatoire, n'est-ce pas? Comment cela fonctionne-t-il? On appelle cela un agrément, un accord, n'est-ce pas, en portugais? Qu'est-ce que cela signifie? Écoutez, pour que vous ayez une idée de ce que cela signifie, même Israël n'a pas manqué de respecter cela. Même Israël. Vous demandez à l'autre pays si cette personne est acceptée comme ambassadeur. Pourquoi cela? Parce que la figure de l'ambassadeur est absolument intouchable. C'est le symbole de l'autre pays. Donc vous devez... La demande d'agrément signifie ceci. Ce pays, cette personne, pour nous, c'est les États-Unis. Cette personne, pour nous, c'est l'Allemagne. Cette personne, et ainsi de suite. Donc c'est l'agrément. C'est un accord que cette personne est acceptable, avec lequel le Brésil s'engage à cette sécurité personnelle. Tout ce qui concerne cette personne, garantir tous ses droits, n'est-ce pas? C'est une voie à double sens. Il offre cette garantie, elle offre cet accord. D'un autre côté, il y a des garanties. Quelle est la pratique diplomatique? Par voie diplomatique, c'est-à-dire discrètement, n'est-ce pas? Le nom est suggéré à l'ambassadeur, à l'ambassade brésilienne, qu'il envoie à l'Itamaraty, et c'est la pratique pour tout le monde. Le Brésil suit la même procédure. Rien de tout cela n'a été fait. D'abord, les États-Unis ont annoncé l'ambassadeur il y a un mois, et maintenant, ils ont demandé l'agrément. En d'autres termes, ils ont enfreint la règle bureaucratique concernant les États-Unis eux-mêmes. Faites attention à cela. Je viens de vérifier pour voir si j'avais des informations, n'est-ce pas? Si ma mémoire me jouait des tours. L'ambassadeur a été approuvé par 13 voix contre 8 par la Commission des Affaires étrangères du Congrès américain, du Sénat américain, qui approuve, je n'ai pas dit Congrès, c'est une erreur. C'est le Sénat qui approuve, n'est-ce pas? La première étape. Il approuve quoi, n'est-ce pas? Nous allons envoyer ce nom. C'est une audition, exactement comme ici. Une audition est faite. D'ailleurs, Daniel Pérez a été particulièrement favorable aux intérêts brésiliens, il faut le souligner. C'est ça, cette audition. Et ensuite, il le renvoie en séance plénière. Attention à cela, qui n'a décidément pas accepté la précipitation de Trump, n'a pas voté. Attention, dans l'hémicycle du Sénat américain, Trump a une majorité de 53 contre 47. Il y a un message derrière ça, n'est-ce pas? Officiellement, il n'est pas ambassadeur du Brésil. Il n'a pas été nommé parce que le Sénat ne l'a pas approuvé. Il y a une urgence dans ce processus qui est inexplicable, César. Premièrement, l'agrément n'a pas été demandé, enfreignant les procédures. Deuxièmement, le Sénat américain n'a pas donné son approbation. Troisièmement, l'annulation du visa de l'ambassadrice brésilienne est une mesure absolument inédite en 203 ans de relations. Cela n'est jamais arrivé dans les relations avec les États-Unis. La question que nous devons toujours nous poser est la même. Pourquoi cela se produit-il? Peut-être devons-nous centrer cette réponse évidemment sur la personne de Marco Rubio, qui peut être en train de ressentir une désapprobation, une censure au Sénat américain à l'égard de son candidat. D'autre part, il sent que les pressions de soutien à la candidature qu'il soutient ne sont pas suffisamment efficaces. C'est pourquoi il fait un pas de plus pour attirer un peu plus l'attention. Donc, c'est évident, et il entend par là, il n'y a pas d'autre mot, n'est-ce pas? Il y a une impression de chantage. Si vous accordez l'agrément sans l'approbation du Sénat, si vous accordez rapidement l'agrément, nous annulons l'annulation du visa de l'ambassadrice du Brésil. Cette précipitation peut être comprise comme une inefficacité des pressions en faveur d'une certaine candidature, et elle peut aussi être comprise comme l'efficacité de la diplomatie professionnelle brésilienne. Ils ne savent pas quoi faire de cette efficacité.
Nous ne connaissons pas, je vais répéter, nous ne connaissons pas cette efficacité. Nous ne savons pas dans quelle mesure l'Itamaraty agit au sein de la société américaine. Observez le nombre de députés démocrates qui ont fait des déclarations très fortes de soutien au Brésil. Cela veut dire quelque chose et cela a irrité Marco Rubio. Nous ne savons pas dans quelle mesure la diplomatie d'affaires brésilienne agit de concert avec la diplomatie professionnelle, irritant également Marco Rubio. Ce contexte est complexe et peut indiquer un fait assez solide. La candidature de Marco Rubio à la succession de Trump peut être affaiblie en ce moment, d'où ses désespoirs. Parce que le refus d'approbation au Sénat est un signe fort qu'une partie considérable des sénateurs républicains sont bien plus puissants que Rubio dans la succession de Trump. Cela étant dit, je me pose la question depuis quelques jours, et nous en avons déjà parlé, à propos de cette célèbre casquette rouge que Trump portait avec l'année de la prochaine élection, dans 2 ans. Pourquoi a-t-il fait cela? C'est parce qu'il signale qu'il sera le candidat. Je ne sais pas. Je pense qu'avec cette casquette, il veut dire qu'il restera président encore 2 ans. Ça ne me sert à rien que la direction du Parti républicain essaie de créer un successeur tant qu'il est encore là. Ce successeur ne semble pas être Marco Rubio. Ce fait paraît très évident. Un autre point de vue, qu'attendez-vous comme réponse de l'Itamaraty? On sait que le concept fondamental des relations internationales, disons, c'est la réciprocité. Lula l'a mentionné à plusieurs reprises au cours de l'année dernière, surtout depuis le tarifasso. Et on sait aussi qu'il est difficile d'appliquer la réciprocité de manière effective lorsqu'on traite avec une superpuissance, que ce soit la Chine, les États-Unis, surtout ces deux-là. Mais qu'attendez-vous comme réponse? Celle de l'Itamaraty, du gouvernement fédéral? Qu'est-ce que vous pensez qui serait approprié? Et qu'est-ce que vous pensez qui devrait effectivement se passer concrètement? Écoutez, tout d'abord, l'Itamaraty doit canaliser, et c'est ce qui sera fait, la réaction par les voies diplomatiques. Ce ne sera pas par les médias. Je soupçonne que nous n'aurons aucune déclaration fracassante de la part d'aucun représentant du gouvernement brésilien. Nous allons suivre la même prudence que pour les tarifs, exactement la même. Cette première prudence a été tellement efficace qu'ils ont fini par être révoqués, même par la Cour suprême, mais en tout cas, ils ont été révoqués. Donald Trump a envisagé toute une série d'actions. Je soupçonne que cette initiative de Marco Rubio est venue parce que la diplomatie brésilienne fonctionne bien. Si elle fonctionnait mal, Marco Rubio n'aurait pas eu à agir ainsi. C'est évident. Donc, si elle fonctionne bien, nous, comme on dit chez nous au Brésil, on ne change pas une équipe qui gagne. Et je pense que le ton de la diplomatie brésilienne est très efficace. Et je pense qu'il va continuer sur cette même voie, dans cette même direction, parce que nous ne sommes intéressés par aucune confrontation. La confrontation n'intéresse que ceux qui ont des problèmes, et c'est Donald Trump, pas le Brésil. Au contraire, le Brésil a des solutions. Une autre vision. Mais alors, quelle est la limite de ce processus? Parce qu'il continue à ce qu'il semble. Très bien. L'argument officiel, du moins, du Trumpisme, c'est que le Brésil restreint la liberté d'expression des citoyens américains, qu'il existe toute une question liée à des pratiques déloyales à cause du PIX. C'est ce qui souligne comme étant le plus évident, disons. Maintenant, il est très clair qu'il y a une question, disons, d'ingérence immédiate dans notre souveraineté et que l'objectif final est de déstabiliser l'élection présidentielle. Alors, il me semble même que cette voie diplomatique plus pondérée et qui demande plus de prudence me paraît en effet plus appropriée. Mais elle peut devenir insuffisante à un certain moment, parce que cela dépend du jusqu'où va la provocation. Voilà ma question. Ce point, c'est exactement ce qui relève toujours des bonnes règles diplomatiques. La fonction du diplomate est de mesurer précisément le ton de la réponse, le sens de la réponse, n'est-ce pas? Par exemple, n'est-ce pas, dans les choses que tu as soulevées et que je trouve fondamentales. Par exemple, le PIX, n'est-ce pas? Le PIX. Le Brésil a bénéficié d'une défense inédite du PIX, qui est inédite, n'est-ce pas? Le directeur du Fonds monétaire international, attention,
Le FMI, dont la majorité des voix est américaine, la majorité du soutien financier est américain. Il a dit que le PIX brésilien est un exemple pour le monde entier et qu'il ne menace en rien le dollar. Mais ce n'est pas moi qui le dis, ni vous, ni le ministre Düring. C'est le Fonds monétaire international, le FMI. D'autres banques américaines ont dit la même chose, donc cela n'a aucun sens. En ce qui concerne la pression sur la liberté d'expression, ce qu'on cherche, c'est une ingérence dans le système judiciaire brésilien. Je ne peux pas, ce que je dis ici, proférer n'importe quelle injure ou lancer n'importe quelle accusation contre qui que ce soit, sans être tenu responsable de ce que je dis. C'est évident. L'honneur d'autrui est aussi précieux que tout autre patrimoine. Vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel moyen de communication pour attaquer l'honneur d'autrui. Cela figure dans le code pénal brésilien depuis 150 ans. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Parce que vous avez changé la forme de cette attaque, vous n'enfreignez plus la loi. Désolé, ce n'est pas le cas. Donc c'est pas la liberté d'expression, je n'ai pas la liberté de traiter n'importe qui de voleur ou autre chose, je dois d'abord prouver ce que je dis. N'est-ce pas? Je ne peux pas non plus proférer des injures, peu importe contre qui. Cela arrive tous les jours, à tout moment. Diffusé par des robots, tout le monde le sait, n'est-ce pas? La législation brésilienne, lorsque cela dépasse certaines limites minimales, intervient parce que l'honneur d'autrui a été attaqué. Cela ne signifie pas que nous limitons son droit, nous le réglementons. Et sans évoquer des choses bien pires, n'est-ce pas, concernant le droit social. Il suffit d'une seule, n'est-ce pas, la pédophilie. Imaginez qu'il faut laisser les réseaux sociaux absolument libres, c'est jouer avec quelque chose avec lequel on ne plaisante pas, n'est-ce pas? D'ailleurs, les pays les plus développés suivent exactement cette voie. Observez ce qui se passe avec l'Union européenne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée, qui s'engagent sur la voie de la réglementation. Parce que le risque existe. Alors, d'une certaine manière, demandez qu'ici au Brésil, il n'y ait aucune limite pour les associés de la candidature de Trump. Car je ne peux nier qu'ils étaient associés. Les 6 plus grandes big tech américaines étaient présentes le jour de l'investiture, ce qui était inédit dans l'histoire américaine. Jamais aucun secteur ne s'est mis aux côtés du président élu. Tous ont eu, appelons les choses par leur nom, la décence de ne pas le faire, parce que cela fait mauvais genre. Cette décence a été abandonnée. Et ils sont allés là-bas et ont montré à tout le monde qu'ils étaient la base de la candidature de Trump et de l'investiture de Trump. Trump est reconnaissant et dit qu'ils ne doivent subir aucun type de contrôle ici au Brésil. La Cour suprême brésilienne, évidemment, notre Cour suprême fédérale, a évidemment ignoré ce conseil, n'est-ce pas? Et elle a agi conformément à la loi. Rien de plus, n'est-ce pas? Donc, par conséquent, il sera très difficile pour nous de revenir en arrière par rapport à ces processus, n'est-ce pas? Est-ce que cela va provoquer plus d'amertume, plus de mécontentement? Oui. Pourquoi ces amertumes et mécontentements sont-ils si forts? Parce qu'une élection approche, en octobre, n'est-ce pas? Et il est évident que les réseaux sociaux ont une influence énorme sur le processus électoral et qu'ils doivent faire l'objet d'une certaine forme de contrôle, n'est-ce pas? Donc, cela est encore en discussion au Brésil. Mais ce qui est le plus fort, c'est précisément ce contrôle, cette pression américaine pour que cette absence de contrôle s'installe. Et il est évident que nous devons poser la question la plus simple du monde. À qui cela profite-t-il? N'est-ce pas? Il est évident qu'il y a un candidat qui a intérêt à attaquer l'autre sans subir de grandes sanctions. Donc, c'est évident. C'est le candidat qui est, entre guillemets, derrière dans les sondages. Donc, c'est notoire et tout le monde le sait. Donc, par conséquent, d'une certaine manière, cela intéresse davantage cette candidature. Encore une fois, et à ce stade, il y a beaucoup de choses. Cela fait déjà partie du débat public de manière ouverte. Ce n'est même plus une spéculation, d'accord? Les gens se demandent s'il existe une possibilité que Donald Trump ne reconnaisse éventuellement pas la victoire de Lula. En remettant en question la légitimité du scrutin, l'intégrité des machines de vote électronique, tout ce discours que le Trumpisme lui-même a utilisé aux États-Unis, du point de vue des relations internationales, quelles seraient les conséquences possibles si Trump ne reconnaît pas? Et si cela peut, c'est la question que je veux te poser, si cela peut provoquer des réactions similaires, par exemple chez Javier Milei, il me semble évident que oui, mais aussi chez d'autres dirigeants de droite en Amérique du Sud et en Amérique latine en ce moment. Comment évalues-tu cela? Écoute, je soupçonne, tu sais, que tout dans la vie a une limite.
Et je soupçonne sincèrement que les intérêts financiers, le portefeuille des entrepreneurs américains va peser. Tout le monde sait que la partie la plus sensible de l'être humain, c'est le portefeuille. Faire un geste comme celui-ci signifierait placer le Brésil directement, soyons très honnêtes, dans les bras de la Chine. Cela n'a aucun intérêt pour de nombreux secteurs de la société américaine. Et je vais répéter quelque chose de très sensible. Cela n'a aucun intérêt pour les militaires américains. Ils partagent la sécurité de l'Atlantique Sud avec le Brésil. Si quelqu'un pense que ce n'est pas important, s'il vous plaît, pensez à la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, nous n'avions pas toute la technologie que nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas? Si quelqu'un pense que c'est banal, pensez qu'il y a 1 mois et demi, pour la première fois dans l'histoire, nous avons accueilli à Rio de Janeiro le plus grand porte-avions américain, le Nimitz, avec une manœuvre conjointe avec la marine brésilienne, avec un commandement partagé, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Remarquez que le Brésil, au plus fort de la crise des tarifs, a reçu les hélicoptères qu'il avait achetés aux États-Unis et qui n'avaient pas été livrés. Pendant la hausse des tarifs, les militaires américains ont approuvé ou donné l'arrivée des 4 premiers, suivis des 8 Guaïba. Quelque chose que le reste de l'Amérique latine n'a pas. En d'autres termes, n'est-ce pas? Je pense qu'une attitude aussi intempestive que celle-ci ne passe pas, premièrement. Deuxièmement, une attitude aussi intempestive que celle-ci, l'élection brésilienne, même celle du second tour, précède le 4 novembre. Les tensions seront très fortes et d'une certaine manière, cela nuirait surtout à Trump, principalement à cause de tout ce que cela signalerait comme une marge de manœuvre pour l'action chinoise. Je n'y crois pas vraiment. Seulement, donc, uniquement, à cause de l'enchaînement des événements que cela peut déclencher.